Merci à tous d'être là ce soir pour accueillir avec nous Flora Katz, qu'on a invitée dans le cadre de l'exposition Permafrost que vous avez peut-être déjà visitée. Juste pour recontextualiser, Flora, vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition et doctorante à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je crois, hein. En ce moment, vos recherches, elles portent sur l'art contemporain et les philosophies du réalisme spéculatif, avec un focus sur Pierre Huyghe. Vous préparez actuellement une exposition au SIAP de Vassivière, qui va être titrée La vie à elle-même, dont vous allez nous parler, qui va ouvrir en juin 2020. Et vous êtes actuellement en résidence d'écriture pour votre thèse à la Fondation Luma à Arles. On est ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui est titrée La vie non organique des choses. Donc je vais vous laisser nous présenter tout ça et ensuite on aura un temps de discussion avec vous et le public si vous avez des questions. Voilà, merci Flora. Merci Caroline. Bonsoir. Bon, alors je vais avoir plusieurs choses dans les mains en train de faire défiler l'écran et passer les diapositives. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, donc, il se trouve, comme disait Caroline, que le projet d'exposition Permafrost, qui traite des formes... Ça va? J'ai l'impression qu'il y a un peu d'écho. C'est bon pour vous? Ok, d'accord. Donc, cette exposition traite de formes contemporaines sur l'Anthropocène. Et en fait, elle a beaucoup en commun avec mes propres recherches. Plus précisément, c'est un corpus d'œuvres de l'exposition Permafrost sur lesquelles je travaille de mon côté. Et elles ont pour spécificité de changer au fur et à mesure du temps de l'exposition et aussi en fonction de l'environnement. Donc, ces artistes qui sont là, donc du coup vous avez vu les pièces, j'imagine. Donc c'est la pièce de Dora Budor, Rochelle Goldberg. Donc là, c'est une autre œuvre que je vous montre, et Laure Vignat. Ces artistes, avec d'autres dont je vous montre les images ici, participeront donc à une exposition qui sera présentée à Vassivière en juin. On pourrait aussi ajouter dans des œuvres donc, qui réagissent à l'environnement et qui se changent, l'artiste Annie Cailly, Ian Cheng et Agatha Ingarden. Et puis, encore, donc on va les revoir ensuite, c'est juste un premier petit tour d'horizon. Et Pierre Huyghe, sur lequel, en fait, la thèse que j'écris actuellement se transforme au fur et à mesure en monographie sur lui. Et donc, c'est vraiment sur cet artiste que je travaille. Alors, comme vous pouvez le remarquer, Pierre Huyghe est plutôt d'une autre génération. Il est né en 62, alors que les autres artistes, bon, Annie Cailly est quand même un tout petit peu plus âgé, et Grégory Chatonsky, mais bon, en général, ils sont quand même nés fin des années 80, début des années 90. Donc, qu'est-ce que ces œuvres ont en commun ? Comme je vous disais, donc elles réagissent à leur environnement. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas éternelles, figées, comme le sont habituellement des œuvres qui sont ensuite conservées dans des musées, dans des caisses, justement. Mais elles ont des processus de changement et de transformation. Or, non seulement elles changent, mais leur changement n'est pas du tout un mécanisme autonome. Il se développe à l'intérieur d'un système où l'environnement joue un rôle primordial. Donc, par exemple, si on regarde l'œuvre de Dora Budor, alors bon, là c'est pas exactement le cas, je crois, au MoCo, mais les deux, elle a été dans le cas dans lequel elle a été produite, en tout cas, donc à l'intérieur de ces sortes de dispositifs d'aquarium, il y a ces petits tas qui, à certains moments, font de la fumée. Et ces fumées, c'est le moment où ces petits volcans réagissent, c'est connecté à des capteurs qui sont normalement, donc initialement c'était à la Kunsthalle Basel, c'est là où elle a produit ces pièces, sont connectés à des travaux qui ont lieu dans un autre endroit. C'est-à-dire que quand on regarde la pièce, ce à quoi on pense, on réfléchit, c'est quelque chose qui est situé dans ce qu'on peut dire au cinéma dans le hors-champ, c'est pas là, et c'est plutôt dans l'environnement réel. Sinon, on peut aussi penser... Alors, je vous donne une autre pièce. Donc, celle-ci... voilà, donc ça, c'est une pièce de Isabelle Andriessen qui s'appelle Terminal Beach. Alors, peut-être que vous l'avez vue, elle était présentée à la Biennale de Lyon.
Alors, c'est assez intéressant comme processus. Donc, je suis désolée pour la qualité de l'image, c'est un peu pixelisé, mais c'est bien, il y en a plein qui sont loin, normalement, vous voyez moins. Donc, cette pièce-là, le blanc que vous voyez, ce sont des pièces c'est de la céramique. Mais sur cette céramique, il y a une solution, du sulfate ferreux, qui est absorbée par la céramique et qui se cristallise et pendant toute la durée de l'exposition, même ça peut durer des mois, voire des années. Donc elle rend en fait réactive, quasiment vitale, enfin elle a compris un peu comment fonctionnait la céramique, donc la céramique suinte, respire et produit des cristaux. En même temps, dessus, vous voyez aussi de l'aluminium, là, et donc c'est connecté ici avec des tubes de refroidissement. Et l'aluminium, quand il refroidit, il capte l'humidité. Et donc l'humidité descend, arrive sur la céramique. Et au fur et à mesure, sur l'aluminium, il y a ensuite cette petite... là, ce que vous voyez, c'est une réaction chimique entre donc la céramique et l'aluminium. Donc la sculpture se transforme continuellement au travers de l'exposition. Et l'artiste aime dire qu'elle s'écoule, elle grandit, elle se cristallise et que ce sont comme un petit peu elle parle de zombies, parfois, de parasites. Voilà. Et donc, ça forme comme ça un système connecté. Et aussi, bien sûr, donc, si l'environnement est sec ou si l'environnement est humide, si la température change, eh bien, nécessairement, la matérialité de l'œuvre va changer et notamment aussi le dépôt qu'il va y avoir sur le sol. Alors, on peut aussi agrandir ce système cette espèce de forme systématique. On peut aller plus loin avec un système d'une plus grande ampleur, qui va être donc cette œuvre de Pierre Huyck qui s'appelle donc surtout celle dont je veux parler, c'est After a Life Ahead, qui a été présentée à Münster, qui a été produite à Münster en 2017. Et alors, donc cette pièce, je crois que j'ai une slide après. Voilà. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer en entier parce que ça prendrait toute la conférence, mais rapidement, donc en plus là c'est un petit peu pixelisé, mais en gros, il y a on rentre dans un espace où apparemment il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'éléments qui sont en train de réagir les uns aux autres. Et ces éléments sont d'ordre différent, à la fois de l'ordre du virtuel, de la matière, il y a du vivant, des sols aussi qui changent. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a creusé dans le sol d'une ancienne patinoire, il a ouvert les espaces ici avec 2 fenêtres, et il a ramené cette étrange chose ici qui est un variateur de cellules cancéreuses. Donc bon, ça c'était fait après de multiples recherches avec ça avait été déjà, cette première œuvre avait déjà été présentée au Palais de Tokyo pendant l'exposition de Tino Sehgal. Mais ce variateur de cellules cancéreuses est connecté à un petit aquarium, un grand aquarium en fait, que vous voyez ici. Et en fait, au fur et à mesure et à des capteurs qui sont il y a des mares aussi, des capteurs aussi qui sont ici, donc c'est une sorte de golem, à l'intérieur il y a un nid d'abeilles. Ces capteurs rassemblent des informations, les synthétisent et font varier les cellules cancéreuses. Et en retour, celles-ci aussi font varier l'ouverture ici au plafond. Ensuite, donc, si le plafond s'ouvre, eh bien sûr, par exemple, la pluie peut tomber. Si la pluie peut tomber, elle va dans la mare. Ensuite, il y avait 2 pans aussi qui étaient présents au début de l'installation, qui vont boire dans cette mare, qui vont transmettre des choses, les abeilles aussi, etc. Donc tout ça, ça forme ce qu'il appelle un système complexe. C'est-à-dire qu'à la fois, donc, les différents éléments sont reliés entre eux, mais sont reliés aussi à des éléments plus ou moins contrôlés
par l'artiste, puisqu'il y a l'air, il y a aussi des visiteurs qui rentrent. Et puis, il y a aussi un dispositif virtuel, donc avec une application où on voit des sortes de micro-pyramides avec une application de téléphone qui vont se balader dans l'espace et qui sont aussi connectés d'une manière à l'aquarium, etc., etc. Alors, la question qu'on va se poser, et celle que j'aimerais me poser avec vous, c'est en fait, donc pourquoi aujourd'hui il y a des œuvres qui se situent comme ça au bord du vivant et qui réagissent à leur environnement aujourd'hui. Ce que j'aimerais travailler un petit peu avec vous, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a une autre conception du réel, une conception non anthropocentrée qui est en train de se développer. Et donc dans cette intervention, on va essayer de traverser un petit peu l'histoire de l'art, ces différentes conceptions du réel, pour en approcher une nouvelle conception. Et au fur et à mesure qu'on entrera dans l'histoire de l'art, on va aussi dessiner les contours de cette notion en philosophie. Alors, mais déjà, on peut poser quelques bases de notre réel à nous. Et on va commencer tout doucement déjà par l'appeler notre contexte et notre situation. Alors donc, si je repose la question, pourquoi il y a des œuvres qui aujourd'hui se situent au bord du vivant et qui réagissent à leur environnement aujourd'hui? Vous allez me répondre, enfin j'imagine, et c'est quelque chose dont on vous bassine peut-être pas mal aujourd'hui à l'école, c'est l'Anthropocène. Donc, vous en entendez beaucoup parler, on va aller un peu rapidement dessus, mais il y a quelques moments où je vais quand même en parler. Donc cette époque géologique où l'humain devient une force active sur la planète, donc, qui date à peu près de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, et sa conséquence qui est très visible et prégnante aujourd'hui et dont tout le monde parle, qui est sensible aux humains depuis aujourd'hui, mais qui en fait existe depuis des années, c'est le changement climatique. Donc l'Anthropocène, c'est pas seulement un événement pour la planète, ça vous le savez. C'est pas seulement c'est aussi un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il nous faut maintenant saisir en quoi l'Anthropocène change aussi notre manière de penser. Ça, j'imagine aussi que vous y réfléchissez à l'école. Donc, par exemple, un des acteurs majeurs qui nous aide à penser l'Anthropocène et que vous connaissez peut-être, donc c'est Bruno Latour, qui essaye de pousser à une nouvelle définition déjà de la Terre. Alors, lui, il nous dit que c'est une révolution aussi importante que celle de Galilée. Alors Bruno Latour, il va définir ce qu'on appelle un personnage conceptuel qui s'appelle le moderne. Alors le moderne, c'est celui qui envisage le monde, la planète, comme un objet inerte que l'on peut cultiver. Pour le moderne, le monde, c'est un paysage dans lequel l'humain évolue, sur lequel il peut construire des choses, et le réel va s'adapter à lui, il va le changer. Pour le moderne, le monde est donc comme un paysage dans lequel l'humain évolue. Et un tableau alors moderne va alors proposer le territoire comme un paysage, un fond, un arrière-plan sur lequel une action se déroule. Mais l'Anthropocène, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit attention, l'arrière-plan, il bouge. La Terre, comme dit Latour, et après aussi James Lovelock, qui est un scientifique sur lequel Bruno Latour s'appuie beaucoup, la Terre, elle a un comportement. Et c'est pour cela qu'il va la nommer Gaïa. Il lui donne un prénom, il lui donne comme un individu, parce qu'il soutient, en fait, ce qu'il veut nous aider à comprendre, c'est que la Terre, elle a une vitalité, et elle réagit, elle a un comportement comme nous. Et ça va nous aider à une conception de la Terre comme quelque chose qui réagit. Et Bruno Latour, pour lui, c'est important, les images. C'est pour ça qu'il a créé aussi cette école SPIP à Paris qui mélange artistes et art politique, parce que pour lui, on ne peut pas avancer dans la pensée si on n'arrive pas à en avoir des représentations claires et des images. Vous allez voir ensuite, il y en a une autre qui va nous aider à avancer. Alors, donc, si la Terre a un comportement et que l'humain n'est plus le seul à ordonner la Terre, alors quelle représentation il faut donner de cette Terre-là? Quelle image on peut donner et quelle technique on va utiliser? Alors, comment on fait? Alors déjà, une des premières choses auxquelles on pense quand on pense à une présentation réaliste, c'est à la perspective.
Alors il y a une personne qui m'a beaucoup, qui m'a aidé à réfléchir un petit peu à la perspective. Alors là, je m'excuse encore, c'est très pixelisé, c'est Rochelle Goldberg. Donc Rochelle, quand elle a fait cette pièce qui s'appelle Nowhere Now Here, qui a été présentée au Whitney Museum à New York en 2016, elle m'a expliqué que, en fait, elle s'était inspirée de cette peinture-là, de Giovanni Bellini, qui est un peintre de la Renaissance italienne. Alors cette œuvre, elle date de 1505, qui est environ un siècle après que Brunelleschi ait théorisé la perspective. Et elle a expliqué qu'en fait, cette œuvre-là, elle joue, elle est en train de jouer avec la perspective. Pourquoi? Donc deux choses, je suis désolée, c'est pas très visible, c'est ici, mais alors on le voit peut-être mieux là, ça c'est un serpent, et en fait ce serpent, il est en train de couper la perspective, il passe à travers plusieurs plans, et il devrait pas. Et en plus il est en train de piquer la Vierge, c'est pas un bon signe. Et deuxième chose, ce corbeau, alors déjà normalement ça devrait pas être un corbeau dans une sorte de symbologie, et ici là cet animal, ils respectent pas bien les lois de la perspective. Alors pourquoi? Rochelle expliquait qu'en fait, en 1505, juste avant, il y a eu le traité de Blois qui est passé en 1504. Et il y avait une guerre sur la Vénétie qui s'annonçait. Et donc Bellini voulait annoncer le désordre qui allait arriver à cette époque en Italie. Donc la perspective ici qui se désordonne, c'est aussi pour montrer que le monde s'effondre. Il va s'effondrer, c'est une annonce. C'est l'annonciation que leur monde va s'effondrer. Et donc, Rochelle, si on revient à sa pièce, elle a aussi voulu retravailler, essayer de montrer, de rendre sensible un petit peu ce désordre dans cette perspective. Et il y a alors là, c'est une deuxième présentation de la pièce. Pourquoi? Parce que en fait, sa pièce crée trop de désordre. Donc le Whitney, il avait été fraîchement rénové. Enfin, il y avait un nouveau bâtiment qui venait juste d'être créé. Donc c'était vraiment un nouveau musée, des très beaux white cubes. Et en fait, il y a des graines de chia et donc qui poussent. Et alors toutes les bestioles en fait sont sorties des murs et ont commencé à arriver dans le Whitney. Alors du coup, ils ont dû restreindre un petit peu l'étendue, le grand tapis de chia qui avait été mis parce que sinon ça posait trop de désordre. Voilà. Et donc il y avait des plans comme ça qui changeaient. Et puis bon aussi, donc ça joue avec la perspective, notamment avec ces grands arceaux de métal. Est-ce que ça va? Vous suivez? Ok. Alors après, si on réfléchit à la perspective, vous allez me dire, mais attendez, en fait, bon, ça fait bien longtemps qu'on n'utilise plus les lois de la perspective en représentation. Il y a eu, bien sûr, l'abstraction. On est quand même en 2020. Alors justement, l'abstraction, c'est un travail qu'on va pouvoir qualifier pas de réaliste, mais plutôt d'idéaliste. C'est-à-dire que au final, donc les œuvres là, que je vous présente là, l'idée d'un travail abstrait, ça va être de se détacher le plus loin possible des lois qui nous attachent, qui nous apesantissent à la Terre, et qu'on va aller dans le monde des idées, séparées du sensible. Donc une œuvre de Malevich, où des sculptures abstraites d'un Anthony Caro ne cherchent pas à matérialiser un rapport avec le réel. Bien au contraire. Et donc c'est, par exemple, Clement Greenberg et à sa suite Michael Fried qui vont théoriser l'œuvre moderniste, notamment grâce donc, à ces deux pièces, bon, ces deux exemples. Donc Greenberg avec Frank Stella et Anthony Caro avec Michael Fried. Donc par exemple, Clement Greenberg, pour expliquer donc, ce que c'est que le modernisme, va dire que voilà, Frank Stella, qu'est-ce qu'il fait? Il déplie uniquement les conditions de son médium. C'est-à-dire, donc, un Frank Stella, qu'est-ce que ça travaille? Ça travaille une surface plane, ça travaille la forme du cadre, parce qu'une peinture, c'est un cadre, et le pigment. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si vous avez eu ce cours-là, mais donc,
en fait, ce qui était important pour Clement Greenberg, c'était de fonder les conditions de possibilité de l'histoire de l'art. Et donc, il s'est dit, OK, donc dans la peinture, ce qu'on peut faire, on peut faire en sorte que la peinture ne réfléchisse qu'à elle-même et pas au réel, qu'elle ne représente pas le réel et qu'elle fonde ces conditions de possibilité qui sont donc le cadre, le fait que ça soit une surface plane et le fait qu'on utilise un pigment. Donc, Frank Stella, c'est un exemple parmi d'autres. Et en sculpture, par exemple, donc c'est la pièce 24, donc qui est une des premières sculptures modernistes d'Anthony Caro, où on voit déjà un très grand effet aérien dont Caro avait le génie. Donc il y a 3 formes géométriques et plates qui se juxtaposent à même le sol. Et donc par un jeu de superposition et de liaison, la forme ronde a un peu l'air de flotter comme ça dans l'air. Et donc il y avait cet effet aérien alors que ça pesait 441 kg pour être précis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour décrire ces formes, qui n'ont donc aucun rapport à la figuration, Michael Fried va aussi développer un langage. Et quel langage il va utiliser? Quelle critique d'art il va faire? Donc, je vais vous lire un extrait. Il écrit « Une sculpture typique de Caro consiste en la juxtaposition pure et simple des éléments qui la composent, et non dans l'objet compact de ces divers éléments. Plus que l'identité de chaque élément, c'est la manière dont les éléments s'infléchissent qui compte. Et c'est pour cette raison, étroitement lié au concept de signification, que tout ce qui, dans l'art de Caro, vaut d'être regardé, tient de la syntaxe. » Alors la syntaxe, qu'est-ce que c'est? C'est le langage, c'est l'organisation du langage. Et c'est ce qui est le propre de l'humain et qui marque aussi son autonomie, sa séparation. C'est lui qui est la culture et la nature, hop, on en est séparés. Donc, Fried utilise un vocabulaire moderniste qui se sépare donc complètement du reste de la nature. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, par exemple, il va décrire une pièce qui s'appelle Prairie, d'Anthony Caro, et il va dire, attention, celle-là, bon, elle aurait presque on aurait eu l'impression qu'elle avait un rapport avec l'environnement, mais grâce à cette poutre, cette petite plaque ici verticale, qu'on voit ici, il arrive à nous arrêter et à rendre compacte et à rassembler sur elle-même, dans un geste d'autonomie, sa sculpture. Pourquoi il dit ça? Parce que Fried veut absolument que l'œuvre elle soit complètement autonome de l'environnement, du paysage et du reste. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde un catalogue de rétrospective de Anthony Caro, on voit qu'au fur et à mesure de sa vie, son travail va devenir de plus en plus anthropomorphiste et qu'il va de plus en plus regarder l'environnement et dire qu'en fait, il a toujours regardé l'environnement pour faire ses sculptures. Et ça, après, c'est la tâche du critique d'art qui voulait donc aussi travailler sa théorie. Voilà. Et donc, Michael Fried va même jusqu'à parler d'autocréation. Et donc, ce qui importait donc, pour Greenberg, donc, pour résumer, c'était donc l'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie de la discipline de l'histoire de l'art qu'il fallait fonder au XXe siècle, enfin, deuxième moitié du XXe siècle. Et aussi une deuxième chose qui était très importante pour eux, c'était l'émancipation du visiteur, l'autonomie à lui, puisque quand il regardait cette pièce, il pensait à la syntaxe, à l'esprit, et il pouvait donc réfléchir et avoir ce geste d'autonomisation qui vient aussi de cette idée d'un visiteur qui s'émancipe quand il regarde une œuvre d'art. Voilà. Alors, donc si on revient à aujourd'hui, l'Anthropocène, c'est peut-être justement l'inverse de l'autonomie. Ça serait justement l'histoire de l'attachement, des relations de cause à effet. L'Anthropocène, elle redonne de la vitalité peut-être à ce qu'on avait fixé, ce qu'on avait catégorisé. L'idée, c'est donc plus de s'émanciper, mais bien au contraire, il s'agit de comprendre ce réel qu'on a manqué, observer l'indiscernable, ce qu'on n'avait pas vu, intensifier aussi les liens, les rapports de cause à effet, comme Dora Budor, qui nous montre qu'il y a des travaux en dehors de l'espace d'exposition, et ces rapports donc, qui nous ont échappé et dont le réchauffement climatique est aujourd'hui le signe. Alors, dans l'histoire contemporaine, on peut remonter à deux traditions qui s'attachent au réel. D'un côté, on va avoir une tradition au XXe siècle dite réaliste, et d'une autre, on va approcher ce terme de matérialiste. Alors déjà, en philosophie, qui est le réaliste? Le réaliste, c'est celui qui considère qu'il existe un réel qui soit indépendant de la conscience et la connaissance qu'on peut en avoir.
Donc réel, ça vient de realis en latin, c'est relatif aux choses matérielles. Donc le réaliste, il considère qu'il y a quelque chose qui est indépendant. Si je ne le vois pas, ça existe. Si je ne le sais pas, ça existe. C'est là, peu importe. L'idéaliste, lui, pose que la réalité est dépendante de mon esprit et de nos idées. Par exemple, Berkeley est un idéaliste. Le matérialiste est dans le camp des réalistes, on va dire, si on fait deux camps. Et lui, il pose que tout ce qui existe est une manifestation physique. Alors ça amène à des querelles, par exemple, comme l'âme, est-ce qu'elle est seulement physique, matérielle, donc comme Lamétrie a pu le dire dans L'Homme-Machine, par exemple. Donc on a deux camps. On a l'idéaliste, la réalité dépend de ma conscience. Ce que je perçois est une projection de ma conscience. Et le réaliste, matérialiste, la réalité existe indépendamment de ma connaissance, qu'elle soit faite de matière ou pas. Alors, qu'est-ce qui, dans l'histoire, va aller dans ce sens plutôt réaliste ou plutôt matérialiste? Alors, le terme de réalisme, il n'est pas nouveau non plus dans l'histoire de l'art. Vous le connaissez. Voilà, donc ça, c'est trois petits exemples. Déjà, donc au XIXe siècle, le réalisme, ça va naître de l'opposition à l'idéalisme et aussi au romantisme de l'époque. Donc c'est Gustave Courbet notamment qui va défendre ce terme et écrire aussi dessus. Et donc le réaliste, c'est celui qui ne cherche pas à représenter les choses telles qu'il les pense, telles qu'il les imagine, telles qu'ils aimeraient qu'elles soient, telles qu'aussi qu'ils sont le reflet de ces états d'âme, de ces états intérieurs, mais telles qu'elles sont, de manière brute. Et aussi la manière dont les choses sont réellement, à la fois dans leur matérialité, mais aussi, comme on peut le voir par exemple avec Pier Paolo Pasolini, mais aussi d'autres pièces de Gustave Courbet, dans une dimension sociale, politique. C'est là où aussi les classes populaires entrent dans le tableau avec des scènes de travail que Gustave Courbet aussi a peint, du quotidien, mais aussi on peut penser au semeur de Millet, pour une représentation qui sera sans illusion et qui garde les yeux ouverts sur le dehors et les pieds aussi bien sur terre. Donc par exemple, la Courbet, vous voyez pas bien, mais c'est une scène de chasse, mais au lieu de voir un petit cerf qui court, on voit le chevreuil mort et puis les chiens qui se battent, qui sont prêts peut-être à le dépecer, on ne sait pas. Donc c'est une scène aussi très, voilà, donc qui se dit réaliste. Là, on voit Akatone, donc c'est un film magnifique où là, c'est Franco City qui incarne donc un personnage de la banlieue pauvre en Italie et qui jouait comme ça sans artifice. Alors Pasolini, en plus, il avait une vision du réel qui était un peu à reverse des tendances de l'époque, qui était plutôt structuraliste, qui disait que pour lui, le réel était donné et ce qu'il fallait faire, c'était simplement le faire émerger, le laisser sortir, donc d'où Franco City par exemple. Et alors, bon, il y a une autre conception, donc un autre terme réaliste que vous avez peut-être entendu parler, donc c'est les nouveaux réalistes. Donc ça, c'est un mouvement qui a été lancé par Pierre Restany avec des artistes comme Daniel Spoerry, mais aussi Raymond Hins, par exemple, à la fin des années 50, où il s'agit plutôt d'une appropriation directe d'un réel social, et d'une poétique urbaine. Donc là, on ne représente plus, mais on présente directement, comme vous voyez ici, des objets, etc. Donc le réalisme, au 19e, 20e siècle, deuxième moitié, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un réalisme social, politique, humain. C'est ça qu'on veut montrer en premier. On veut sortir de l'idéalisme et on veut montrer, donc le réel, c'est d'abord... Voilà, les couches sociales basses, c'est des choses qu'on veut, qui étaient déjà un peu en dehors des grands récits, on peut dire. Maintenant, on va du côté plutôt matérialiste. Alors, on peut plus facilement trouver des filons un peu non anthropocentrés. Non anthropocentrés, c'est-à-dire donc, on va essayer de voir des travaux où l'humain n'est pas au centre de tout. Alors déjà, tout de suite, il faut écarter, parce que les premiers fluides qu'on va trouver, donc matière comme ça qu'on va trouver dans l'histoire de l'art, ça va être Dali ou Duchamp. Alors Duchamp, c'est une pièce qui s'appelle Paysage fautif en 1946, c'est des fluides humains, son sperme. Et Dali en 1938, c'est Rémi Taxi, où c'est des mannequins qui pourrissent dans
dans un taxi. Donc on va plutôt aller du côté de Rauschenberg, par exemple, et Eva Hesse. Donc j'étais contente de trouver une femme dans cette histoire. Alors Robert Rauschenberg, ça s'appelle Dirt Painting pour John Cage. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est pour John Cage. Donc c'est de la poussière, dirt, qui en fait se développe au fur et à mesure dans une boîte en bois. Et Eva Hesse, ici, donc, pardon, parfois les gens sont en anglais, donc ça s'appelle Contingent. Et là, vous voyez du latex, de la fibre de glace, c'est des matériaux que vous voyez aussi beaucoup en fait, aujourd'hui, et aussi cette espèce de cheesecloth qui se développe et qui fait que ça s'appelle contingent parce que Eva Hesse disait on ne savait pas vraiment qu'est-ce que ça allait devenir. Donc contingent, je vais en parler peut-être un petit peu après, donc c'est quelque chose qui est imprédictible, on va dire, ce qui est contingent. Pour recontextualiser un petit peu ces questions de ces œuvres donc, qui sont, où la matière compte d'abord, donc le réel c'est la matière et une matière qui se développe de manière aléatoire, contingente, on peut aller regarder dans le catalogue L'informe mode d'emploi de Yves Limbois et Rosalind Krauss. Et ils vont nommer, après Bataille, ces types d'œuvres bas matérialisme. Alors pour eux, le bas matérialisme, c'est justement une arme contre l'idéalisme. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas rechercher de forme, de représentation, de figure quand on fait la pièce. Il faut faire en sorte que la matière ne soit pas résorbée par l'idée. C'est ce qu'elle écrit Rosalind Krauss. Donc il y a un vrai débat entre idée et matière qui est laissée détachée de la pensée humaine. Alors, donc maintenant, si on revient aux œuvres de départ, alors je ne sais pas si je les montre encore. Non, pas encore. Donc, si on revient à nos œuvres de départ, donc on voit qu'elles ne vont pas tout à fait avec ces questions de matière, puisqu'il y a aussi une volonté parfois de représenter quelque chose, et puis ensuite, surtout, le rapport à l'environnement fait défaut, ici. Donc, il y a un autre pan du réalisme, qui est celle de l'œuvre située. Alors, l'œuvre... Donc, j'ai essayé... Bon, je suis en train de faire une recherche, alors soyez indulgents. Mais... Donc, j'ai essayé de répartir des œuvres qui seraient non anthropocentrées, qui changent avec le temps. Et en remarquant, je me suis rendu compte que aussi, celle-ci était toujours située. Donc, on aurait voilà, ces quatre groupements. Donc l'œuvre située, qu'est-ce que c'est? Donc elle est née dans les années 60, après par exemple le happening, Fluxus, surtout aux États-Unis. Et elle utilise les conditions de son exposition pour faire œuvre. Et même, elle pointe aussi autre chose que l'objet fini, et elle demande aux visiteurs... Alors, Daniel Buren fait des œuvres situées, mais pas... elles sont pas mouvantes, donc je les ai pas mises, mais comme il a beaucoup théorisé sur son travail, c'est toujours intéressant d'aller regarder dedans pour comprendre un petit peu ce que c'est que l'art situé. Donc Daniel Buren parle d'élargir le champ de vision. Quand on voit une œuvre de Daniel Buren, on regarde d'abord l'environnement, en fait, l'architecture. Donc encore une fois, ça pointe autre chose qu'elle-même. Alors par exemple, on a cette œuvre qui est magnifique de Michael Asher. Vous le connaissez peut-être sûrement du côté critique institutionnel, mais pas seulement. Donc Michael Asher, donc là je vous ai mis une citation en haut, il dit « J'étais intéressé pour voir comment l'air était en train de changer, comment le son changeait et comment la lumière était en train de changer. » Donc ça, c'est une pièce qu'il a faite au Pomona College. En fait, il a ouvert le lieu d'exposition et il a créé une architecture comme en deux triangles, et il laisse passer un couloir dans lequel s'engouffre le vent, la lumière, et donc l'œuvre change au fur et à mesure de la journée. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer, alors je suis désolée, on ne voit rien, très mauvaise qualité de photos et de documentation, je ne suis pas la seule responsable, de cette pièce qui s'appelle Untitled, qui date de 69.
Donc ça, c'est je crois que c'est une des premières œuvres en fait, qui utilise des capteurs. Et elle vient d'une exposition assez importante. C'est la première exposition institutionnelle qui présente des installations. Alors dans cette exposition, il y avait des grands noms comme Robert Morris, Larry Bell, Dan Flavin, Michael Asher aussi, Franz Serra Walter. Et il y avait cette pièce, donc vous voyez rien, de Pulsa, qui est un groupe de chercheurs qui ont... En fait, il y a de la lumière qui clignote et il y a des enceintes qui produisent du son. Et la lumière et le son réagissent, comme ils l'écrivent ici à Jennifer Licht, à différentes choses, comme ils écrivent les avions, le bruit des avions, le vent, etc. Il y a 12 capteurs, je crois, qui sont posés. Et ils expliquent aussi qu'il y a une espèce de feedback qui se fait entre les mouvements qui ont lieu, la lumière, et puis aussi les visiteurs qui se promènent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre-là, parmi toutes les autres de l'exposition, a été critiquée parce que l'installation, à l'époque, quand elle est arrivée, donc c'est lié à l'œuvre située, c'était initialement fait pour qu'il y ait une plus grande communication avec le visiteur. L'installation, à la base, elle réagit parce qu'on se balade dedans. C'est plus interactif qu'une peinture. Et toute l'histoire de l'installation, que ce soit Jennifer Licht ou après, il y a Delphine Julie Rice, c'est un bouquin qui s'appelle From Margin to Center, The Space of Installation. Beaucoup de gens expliquent que l'installation, ce qui était important, c'était des questions de réception du visiteur par rapport à son corps. Et après, il y a les œuvres qui vont réagir directement aussi. Et donc cette pièce ne réagissait pas du tout exclusivement aux visiteurs, et donc elle a été critiquée dans la presse pour ne pas vraiment correspondre à l'installation. Alors ce qui est drôle, c'est que maintenant, nous ça nous intéresse, cette pièce-là. Et puis bon, alors Licht, du coup, fait une première histoire de l'installation quand elle présente... quand elle commence à expliquer... Quand elle fait l'introduction de l'exposition, elle parle du manifeste futuriste de Umberto Boccioni, qui évoque le modelage de l'atmosphère, la sculpture d'environnement. Elle évoque aussi l'avant-garde russe, Schwitters, Lisinski et Mondrian. Voilà. Donc là, c'est un peu l'inverse de l'installation qu'on va rechercher ici. Donc dans ces œuvres-là, donc j'ai rajouté, j'ai pas mis de visuel, mais vous devez bien connaître sûrement la spirale Jetty de Smithson, par exemple, donc qui réagit aussi à l'environnement. Donc c'est plus un côté minéral. Il y a eu aussi le mouvement Light and Space en Californie. Avec James Turrell, mais aussi un truc qui était assez formidable qui s'appelle HEAT, les Experiments in Arts and Technology, où on faisait du brouillard, par exemple, notamment Fujiko Nataya et Thomas Smith. Et puis le son, John Cage, 4 minutes 33. On dit que c'est silencieux, mais en fait, il y a tous les sons que nous n'entendons pas, qu'on ne perçoit pas. Donc pendant 4 minutes 33, on écoute l'environnement. Et puis John Cage, lui, ce qui l'intéressait aussi beaucoup, c'était le fait que à chaque fois la pièce était différente. Il y avait une espèce d'aléatoire, de contingence totale dans ce travail. D'où pourquoi Rauschenberg dit for John Cage à la pièce Dirt. C'est parce que les deux, il y a cette idée de contingence, d'aléatoire qui émerge. Donc, en bas de ce schéma, j'ai essayé de résumer qu'il y a en fait, ici, on pourrait dire qu'il y a deux conceptions différentes du réel qui sont en train de se jouer. En tout cas, que les artistes cherchent à montrer. La première, c'est l'idée d'un réel qui soit aléatoire, voire contingent. Le réel, je ne sais jamais comment il va être. Il y a cette idée, il est détaché de moi, il est indépendant de moi. Et donc, c'est comme, peut-être que vous connaissez ce poème de Malherbe, « Un coup de dé n'abolira jamais le hasard », donc voilà, c'est le coup de dé, c'est comme ça que le monde existe. La deuxième chose, voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi sur ce réel aléatoire et contingent, c'est que récemment, il y a un philosophe qui s'appelle Quentin Meillassoux
qui a écrit ce texte qui s'appelle « Après la finitude, essai sur la nécessité de la contingence » et qui a remis au goût du jour l'idée que le réel soit indépendant et qu'il soit du coup contingent et il dit qu'on ne sait pas ce qui se passera demain, que les astres comme les lois peuvent s'effondrer. C'est ça l'idée aussi de la contingence. Demain, peut-être, le soleil ne se lèvera pas. Et puis, il y a une autre conception qu'on va plus voir, par exemple, avec un Hans Hacke qui va développer des systèmes. Ça, peut-être que vous connaissez. On le connaît aussi pour son travail de critique institutionnelle, mais aussi de land art, où l'œuvre va réagir et va fonctionner comment ? De manière cyclique. Donc ça, c'est un terme important. Et c'est une autre conception du réel, plus matérialiste, on va dire, qui conçoit que le monde fonctionne comme un cycle. Alors, qu'est-ce que c'est un cycle ? Par exemple, donc on peut penser à un arbre. Donc, un arbre, il fleurit tous les ans, si tout se passe bien. Et donc, il y a quelque chose qui se répète. C'est la répétition du même, mais toujours avec une différence. Alors, en philosophie, on pense à des choses comme l'éternel retour de Friedrich Nietzsche, ou encore, un petit peu plus près de nous, et ça nous intéresse pour nos affaires, c'est Deleuze qui a écrit sa thèse qui s'appelle « Différence et répétition » et qui pose le réel comme une succession de répétitions. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais une succession de répétitions qui parfois diffèrent. De manière plus contemporaine, cette idée de cycle, elle nous ramène encore à Bruno Latour. Parce que, donc, pour préciser le comportement de Gaïa, Bruno Latour évoque lui aussi un mouvement cyclique qui se répète tout en différant légèrement, et il parle d'une boucle. Donc Gaïa, c'est pas une sphère. Il faut arrêter cette idée de l'image, la représentation de la sphère, c'est très important pour Latour. Et il faut dire maintenant, donc Gaïa, c'est une boucle. Et une boucle comment ? Une boucle de rétroaction. Alors ça aussi, vous devez souvent en entendre parler, notamment à propos du climat. Donc la rétroaction, c'est pas l'action à proprement dite. Lorsque l'action se déroule, son effet agit non seulement sur la cible, mais dans un temps plus long, sur la cause même de l'action. Rétro, revenir sur la cause de l'action. Donc la rétroaction, c'est le retour de l'action sur sa cause même, ce qui forme donc une boucle. L'entité s'enroule sur elle-même, pleine de l'action qu'elle a produite, et change. Donc par exemple, un exemple tout bête, qui est un peu triste, mais peut-être que vous avez entendu parler des pyrocumulus, donc les nuages de feu qui ont eu lieu en Australie. Les feux produisaient des nuages tellement chauds, les feux produisaient avec la chaleur et la fumée produisaient des nuages tellement chauds qu'ils vont faire éclater des orages qui vont à nouveau refaire brûler les forêts. Ça, c'est assez triste, mais c'est ça la rétroaction, retour de bâton. Une autre chose importante pour la rétroaction, c'est donc qu'on va comprendre que c'est pas seulement la Terre qui se transforme, mais qu'il y a une circulation inévitable aussi entre la Terre et ses habitants. Et c'est cette même circulation qui se produit dans une œuvre de Isabelle Andréassen, Dora Bouddha. On reprend les travaux à l'extérieur, à l'intérieur, cette circulation qu'on ne voit pas mais qu'elle nous montre. Ou encore Pierre Huyghe. Alors, je voulais vous montrer... Oui, donc ça... Vous avez bien compris. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Je suis à la fin. Donc, un truc... dans ma thèse, en fait, je travaille beaucoup sur les notes préparatoires de Pierre Huyghe. Et donc, je suis désolée, c'est en mauvaise qualité. En même temps, bon, c'est pas top de les diffuser, donc c'est pas plus mal. Pour le moment, en tout cas. Donc là, il est en train de préparer, ça s'appelle Living Cancer Variator. En fait, il est en train de préparer le variateur de cellules cancéreuses. C'est un peu avant, au Palais de Tokyo, en 2016. Donc quand on voit donc, dans ses notes, il écrit ici, par exemple, feedback. Ensuite, react to environmental change and adapt. Ici, il écrit exhibition plasticity, donc parce qu'il cherche à ce que l'exposition soit plastique, c'est-à-dire qu'elle soit moins figée. Il parle aussi de co-évolution ici. Et là, il écrit element comme food provider, c'est-à-dire que l'œuvre, en fait, elle se nourrit d'éléments qui lui permettent d'évoluer, de changer. Et là, vous revoyez ces petits cercles. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il fait ces cercles depuis les années 90. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais il parle très souvent, dans les années 90, de répétition.
Et donc, ce qui est drôle, c'est comment ça se matérialise en fait aujourd'hui. Et surtout, ce dont il parle, voilà, clos n'existe pas. Donc, on repense à notre petite œuvre moderne, complètement clos et autonome sur elle-même. Et là, voilà, il fait cette petite boucle et il écrit affecté, affectant. C'est ça la rétroaction aussi. On est passif, à la fois actif toujours. Il n'y a pas un côté ou l'autre. Et en haut, donc, il écrit living as moteur permanente, changer. Et il se pose cette question que je trouverais assez belle. Il se demande, can an exhibition live, be heal, die, reproduce, parent, offspring? Et donc c'est ce qu'il fait justement avec Living Conservator et aussi avec la pièce de Munster. Il y a même des petites pyramides virtuelles qui reproduisent, si vous vous souvenez bien, et des petites pyramides virtuelles qui se reproduisent en fonction d'une action dont je ne me souviens plus et qui descendent et qui créent 2 petits triangles. Donc ça, c'est l'idée de parenting en fait qui se développe ici et qui se pose 2 ans avant. Donc voilà, donc ça c'est une conception aussi du réel. Pour lui, ça fonctionne comme ça, le vivant. Donc l'exposition deviendrait donc vivante. Elle est poreuse à son environnement, située et ancrée dans un contexte avec lequel elle ne fait plus qu'un. À quoi donc cette vie ressemblerait-elle? Dans ses notes, il évoque aussi une forme de non-intentionnalité. Il parle d'une vie sans raison, imprédictible, indiscernable. De même, comme je disais, pour Isabelle Andriessen, qui parle de zombies, d'œuvres qui suent, qui sointent, qui se parasitent. Et donc, je voulais finir sur cette citation de Deleuze, qui était le titre de l'exposition. Je voulais vous citer ce passage. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on est dans un livre sur le cinéma. Mais vous allez voir, on ne dirait pas quand on lit cette citation. On est dans l'image-mouvement et il est en train de parler de montage, et plus précisément d'un cinéaste qui s'appelle Murnau, un cinéaste allemand expressionniste. Et il explique la manière dont il monte ses films. Et donc, il dit... La vie non organique des choses, une vie terrible qui ignore la sagesse et les bornes de l'organisme, tel est le premier principe de l'expressionnisme, valable pour la nature entière. C'est-à-dire pour l'esprit inconscient perdu dans les ténèbres, lumière devenue opaque, lumen opacatum. Il est très dramatique, Deleuze, tout le temps. Les substances naturelles et les produits artificiels, les candélabres et les armes, la turbine et le soleil, n'ont plus de différence de ce point de vue. Un mur qui vit est quelque chose d'effroyable. Mais ce sont aussi les ustensiles, les meubles, les maisons et leurs toits qui penchent, se serrent, guettent ou happent. Ce sont les ombres des maisons qui poursuivent celui qui court dans la rue. Ce qui s'oppose à l'organique, dans tous les cas, n'est pas le mécanique. C'est le vital, comme puissante germinalité préorganique, commune à l'animé et à l'inanimé, à une matière qui se soulève jusqu'à la vie et à une vie qui se répand dans toute la matière. L'animal a perdu l'organique autant que la matière a gagné la vie. Et un petit peu plus loin, donc il matérialise un petit peu plus sa pensée, il explique donc les automates, les robots et les pantins ne sont plus des mécanismes qui font valoir ou majorent une quantité de mouvement, mais des somnambules, des zombies ou des golems qui expriment l'intensité de cette vie non organique. Non seulement le golem de Wegener, mais le film gothique de terreur vers 1930 avec le Frankenstein et la fiancée de Frankenstein de Well, White Zombie d'Alprine. Les mondes de Pierre Huyghe, d'Isabelle Andriessen, Rochelle Goldberg, Laure Vignat, Grégory Chatonsky sont peuplés aussi de golems, de monstres frankensteiniens. C'est une autre conception du réel qui s'attache plus à explorer, à pousser la définition du vivant que de l'humain. Non anthropocentrées, les formes se situent donc sur les bords du vivant, dans peut-être ce que Deleuze appelle la vie non organique, une vie donc qui nous échappe, indépendante de nous, indiscernable, qui se loge dans les sols, derrière les murs, mais qui est bien réelle et qu'ils font apparaître. Voilà, du coup, je vous ai mis, au cas où ça vous intéressait, une petite biblio et un livre dont je n'ai pas parlé, mais qui est super, peut-être vous connaissez, de Myung Kwon, One Place After Another, qui raconte l'histoire de l'installation du site spécifique, qui est vraiment très bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci.